Bonjour. Pour préparer la conférence de ce soir, j'ai décidé de chercher, comme on peut le faire d'ailleurs pour tout thème, à la fois philosophique, politique, pratique, par exemple la richesse, la pauvreté, la violence ou autre. J'ai cherché un petit peu qui avait dit quoi sur le sujet. Eh bien, en ce qui concerne la démocratie, franchement, j'ai pas été déçu. Il existe une foison de citations. Tout le monde, en gros, s'est exprimé sur ce qu'il pensait de la démocratie. Tenez, par exemple, Jean-Louis Barrault, comédien, nous dit la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Nous avons Charles Bukowski, écrivain, qui lui explique la différence entre une démocratie et une dictature, c'est qu'en démocratie, tu votes avant d'obéir aux ordres, eh bien dans les dictatures, tu perds pas ton temps à voter. Nous avons, un peu plus sérieux, puis un peu plus loin dans le temps, Jean-Jacques Rousseau, qui nous dit la démocratie est un gouvernement si parfait qu'il convient aux dieux et pas aux hommes. En réalité, Rousseau, pour le moins sceptique, considère que la démocratie n'est pas adaptée aux êtres humains et tend même vers l'instabilité. Avant Rousseau, nous avons Platon. Platon, lui, explique la démocratie, c'est la dictature de l'ignorance. Autrement dit, la démocratie est une dictature contrôlée par quelques individus dont les électeurs sont les complices. S'accommoder de l'ignorance, eh bien, c'est renier la démocratie, c'est la réduire à un simple simulacre. Il va donc falloir commencer par définir ce dont on parle. Abraham Lincoln, qui est le 16e président des États-Unis, à qui l'on doit l'abolition de l'esclavage, avait résumé avec une simplicité saisissante ce qu'il considère comme étant la démocratie. Il avait dit « La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Un idéal d'ailleurs partagé plus tard par De Gaulle, Charles de Gaulle, qui va placer la question de la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, au cœur de la démocratie. Il dit « La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, exerçant sa souveraineté sans entrave ». Pouvoir du peuple et souveraineté populaire, donc, voilà qui permet déjà d'apprécier, d'approcher le thème de ce soir, démocratie, réalité ou simulacre. Nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? C'est du moins ce que nous entendons régulièrement, et puis c'est ce que nous disons nous-mêmes assez souvent. Nous sommes en démocratie. Donc, à en croire et Lincoln et De Gaulle, eh bien, la souveraineté du peuple serait respectée et le peuple aurait donc le pouvoir dans le cadre démocratique que nous vivons. Eh bien, malheureusement, nous savons les uns et les autres que la réalité est un petit peu plus compliquée. Quelle distance y a-t-il entre le concept de démocratie et sa mise en pratique? Autre question, quel usage est-il fait de ce que l'on nomme la démocratie? Puis enfin, ceux qui en parlent et s'en revendiquent beaucoup, sont-ils vraiment des démocrates? Eh bien, voyez-vous, pour aborder ces questions, je pense qu'il est important de faire un petit retour en arrière, de prendre les détours de l'histoire pour voir comment les problèmes se sont posés il y a un certain temps, il y a longtemps d'ailleurs. Eh bien, ce sera nécessaire pour revenir ensuite à notre situation propre et précisément à la démocratie dans la société capitaliste. Un détour dans l'histoire, allons-y, je vous invite de prendre la direction d'Athènes. À l'origine, il y a la cité d'Athènes, précurseur en matière de démocratie durant l'Antiquité. C'est une vieille histoire qui date de 510 avant Jésus-Christ, lorsque la cité d'Athènes renversait les tyrans. Le terme démocratie vient du grec. Démos, le peuple, kratos, le pouvoir ou encore la puissance. Lincoln et De Gaulle étaient donc assez fidèles dans la définition qu'ils en donnaient à cette origine, à cette histoire. À l'époque, la démocratie se comprend comme le pouvoir du peuple assemblé qui doit assurer l'intérêt général. C'est aussi la possibilité pour tous les citoyens de participer aux différentes institutions de la cité. Alors, comment ça marche? À Athènes, nous avons 40 000 citoyens qui sont concernés. Donc,
pas un très grand nombre. L'Ecclésia, c'est la principale institution du cadre démocratique. Il s'agit de l'Assemblée du peuple. Tous les citoyens peuvent y participer. Ça se réunit 3 à 4 fois par mois sur le Pnyx, colline située à l'ouest de l'Acropole. Les citoyens votent les lois à main levée. Ils élisent une partie des magistrats, les stratèges notamment, qui sont les magistrats les plus importants, et jugent les hommes politiques malhonnêtes. Tout citoyen peut d'ailleurs, dans le cadre posé, dans l'Ecclésia, proposer des lois. Il y a le Conseil des 500 ou la Boulée, qui est issu de l'Ecclésia. Il siège sur l'agora, examine les propositions de loi, les prépare et donne son accord ou pas pour leur vote. Les bouleutes sont tirées au sort sur des listes et renouvelées tous les ans. Ce conseil gère également les bâtiments publics et les fêtes. Les magistrats, qui sont environ 600, dont la fonction est aussi annuelle, sont en grande partie tirés au sort et font exécuter les décisions. Il y a donc les 10 stratèges, qui sont des magistrats militaires élus par l'Ecclésia. Ce sont donc, oui, les plus importants. L'ailier, tribunal de 6000 membres, est chargé de rendre sa justice. Ses membres, les éliastres, sont tirés au sort également. Pour que les plus pauvres puissent participer à la vie de la cité, à la vie politique, le stratège Périclès va décider de faire verser une somme, petite somme d'argent, le mistos, aux citoyens qui se dévouent pour être magistrat, pour être bouleute ou pour être éliaste. On voit dès le départ qu'il y a 5 sens au terme démos, qui sont 5 sens intéressants parce que on va les retrouver dans notre vie et dans la situation dans laquelle nous sommes. Dès le départ, le démos, c'est d'abord, en termes territorial, une circonscription, c'est un lieu géographique. On remarque que c'est à l'échelle humaine, à Athènes, ça concerne 40 000 personnes. On n'est pas en Chine avec 1,2 milliard d'individus, où évidemment, Agora, Elias et autres seraient plus compliqués, même impossibles à mettre en place. Nous sommes 40 000 personnes, mais ça donne un cadre. Ça donne un cadre de décision, un cadre de réflexion. Dans le formulaire des décrets officiels, le démos, ça désigne également le corps civique de la cité, c'est-à-dire les citoyens réunis en assemblée qui prennent des décisions. Le troisième sens que l'on peut lui donner, c'est le tout ou une partie. C'est un peu comme en français, le peuple. Le démos, c'est la totalité du peuple, ou bien c'est une partie importante du peuple qui décide de s'opposer à une minorité plus riche. Le quatrième point par extension, c'est le parti populaire. Alors ça, à l'époque, c'est assez péjoratif. C'est en gros le parti qui donnerait le pouvoir au peuple, donnerait le pouvoir aux plus pauvres, donnerait le pouvoir aux ignorants, tout ça étant assimilé. Ben, vous voyez, parti populaire, aujourd'hui, c'est un autre terme, mais on a également ce quatrième sens, c'est le populisme. Dès qu'une proposition est mise en avant, ou dit qu'un débat est lancé qui ne correspond pas au cadre général et au système dans lequel nous sommes, on est immédiatement qualifié de populiste et disqualifié en tant que tel. Enfin, le cinquième sens, eh bien, c'est le sens politique au sens propre du terme, c'est le peuple souverain, c'est-à-dire que ça définit un régime, c'est la démocratie. Alors évidemment, la démocratie athénienne présente des avantages et des limites. Au terme des avantages, c'est d'abord la possibilité de se garantir contre le pouvoir personnel, par sa structure même, par le peuple assemblé qui décide, qui propose, qui organise la vie, eh bien, c'est opposé, de fait, à tout pouvoir personnel. Le peuple, il possède de nombreux pouvoirs, il élit les magistrats, donc, je vous l'ai dit, il tire au sort des membres de la Boulée ou de l'ailier, il fait voter les lois, surtout, et puis, à l'Ecclésia ou à l'Agora, le peuple discute librement de sujets comme la guerre ou la liberté des citoyens. Bon, vous imaginez dans la situation actuelle des assemblées organisées, puisque une assemblée de plus de 60 millions de citoyens ou d'individus, c'est compliqué, mais faites des assemblées séparées, que vous coordonnez. Bref, il y aurait un système à trouver, il y aurait quelque chose, et discutons de la guerre aujourd'hui dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, ou de l'économie de guerre, ou du budget d'armement, bref, de toutes ces questions, comme cela a été le cas à Athènes. Vous voyez à peu près le côté
profondément subversif qu'auraient de telles assemblées, le peuple ayant le pouvoir pour décider et pour débattre lui-même. Afin d'éviter le pouvoir personnel, d'ailleurs, le mandat des magistrats et des membres des conseils sont très courts. Ils doivent rendre des comptes en fin de charge. D'ailleurs, l'Ecclésia peut voter l'ostracisme. L'ostracisme, c'est-à-dire l'exclusion de tout citoyen contrevenant aux règles démocratiques, et si l'Ecclésia considère que la démocratie est menacée. Et puis il y a des limites. La principale limite, vous l'avez compris, c'est les 40 000, qui constituent le socle sur lequel la démocratie est mise en place. 40 000 dans une Athènes qui recoupe quand même plus de, si je ne me trompe, plus de 240 000 personnes. Pourquoi ? Eh bien parce que tout le monde n'est pas au rang de citoyenneté, n'est pas reconnu comme tel. Les femmes et les enfants considérés comme mineurs, par exemple, ou encore les étrangers, ou encore les esclaves ne sont pas citoyens. Il y a donc 40 000 qui constituent la citoyenneté. D'ailleurs, en 451 avant Jésus-Christ, Périclès va réduire ce nombre en réduisant la citoyenneté aux hommes nés de parents, tous les deux, athéniens. Bref, il y a donc des limites à la démocratie athénienne, mais en même temps, malgré ces limites, il y a un cadre général qui est trouvé, qui ne concerne qu'une partie, mais un cadre qui est intéressant et qui pose en gros le socle, la base de ce que l'on peut appeler démocratie. Alors je ne vais pas faire un inventaire exhaustif parce que ce serait un peu ardu et pénible, et oui, pénible, bon, mais dans le temps, la démocratie a eu plusieurs tentatives. Au Moyen-Âge, des cités méditerranéennes comme Sienne, par exemple, ont mis en place des régimes d'inspiration démocratique, avec des formes de consultation du peuple, bien que la citoyenneté soit encore à ce moment très limitée dans sa définition. En Europe, notamment en Scandinavie, en Angleterre, en Sicile, il y a eu des assemblées populaires ou municipales, des formes de gouvernance plus ou moins démocratiques. En Asie, il y a des communautés fonctionnant sur les principes d'assemblée qui existent au Moyen-Âge, au Japon, ou encore dans le sous-continent indien, au Bengale. Et puis en Angleterre, en 1215, date importante, la signature par le roi du document, la Magna Carta, est considérée comme un événement clé de l'institutionnalisation des fondamentaux du régime démocratique, puisque cette signature marque les balbutiements de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs. Alors, ce voyage dans le temps nous amène évidemment, c'est la logique, à voir ce que l'on peut dire de la démocratie aujourd'hui. Partant des enseignements grecs et de la révolution dans le temps, le concept de démocratie désigne donc des régimes politiques au sein desquels le pouvoir politique a pour origine la volonté du peuple. Mais le pouvoir politique n'est pas neutre. Et la démocratie est souvent, disons-le, on le voit bien aujourd'hui, mise au service d'un système, de son maintien, de son évolution. La démocratie est aujourd'hui le plus souvent identifiée à l'état de droit et aux élections, ce qui, de mon point de vue, empiète largement et diminue largement sa radicalité, qui est ainsi bien domestiquée. Il existe plusieurs variantes de la démocratie, chacune assez discutable, et je vais en énoncer quelques-unes. Il y a la démocratie directe, participation directe des citoyens aux prises de décision. C'est la démocratie la plus proche d'Athènes. Elle est assez peu répandue aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. On la trouve dans certains cantons suisses, où les décisions se prennent par référendum qui sont généralement respectés. Il y a la démocratie représentative. C'est en gros la France, les États-Unis, où on vote et des élus, on représente le peuple pour prendre des décisions. Mais dans les faits, est-ce que la démocratie représentative est bien démocratique ? Parce qu'une fois élu, est-ce que l'on peut avoir l'assurance que les élus en question prennent des décisions sur lesquelles ils ont été élus précisément, sur lesquelles ils ont été mandatés ? Il y a la démocratie participative. Les citoyens sont consultés. Mais là encore, est-ce bien démocratique ? Parce que la consultation est une chose, la mise en pratique du résultat des consultations en est une toute autre. Il y a souvent un fossé entre l'un et l'autre. Il y a la démocratie parlementaire,
où des parlementaires sont élus et les décisions se prennent au Parlement. C'est celle qui a été décriée en France sous la 4e République, l'argument étant, avec la démocratie parlementaire, les gouvernements se font et se défont en fonction des accords passés au Parlement. Bon, pas faux, mais en même temps, est-ce moins démocratique qu'une démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui, ou qui est basée sur un système présidentiel, sur lequel je dirai un mot tout à l'heure? Est-ce moins démocratique? Parce qu'au moins au Parlement, lorsque les choses se passaient comme cela, les accords et les désaccords devaient se faire au grand jour. Le débat était public et on voyait à peu près qui faisait quoi et qui représentait qui. Bon, aujourd'hui, on l'a vu par exemple sur les différentes motions de censure, où des accords et des désaccords se font sans que les termes très précis soient posés et sans que le peuple en soit directement informé. Il y a donc la démocratie présidentielle. Alors là, on frise l'oxymore, parce que par définition, le président, à la tête d'institutions comme celles que nous connaissons aujourd'hui, qui sont des institutions semi-bonapartistes, j'y reviendrai en détail tout à l'heure, le président n'est pas vraiment ce qui représente la démocratie. Il détient des pouvoirs en lui qui sont plus ceux d'un monarque que ceux du peuple qu'il aurait mandaté sur quoi que ce soit. Il y a la fameuse démocratie sociale des pays scandinaves, la CFDT en est friande. C'est en gros un outil d'intégration des organisations syndicales au fonctionnement de l'État et au fonctionnement des entreprises. Et qui dit organisation syndicale intégrée, dit organisation syndicale qui a beaucoup plus de mal à défendre, évidemment, en toute indépendance, les corps professionnels pour lesquels elles existent. Soit dit en passant, la Confédération européenne des syndicats en est un très bon exemple, puisque ça n'est que le rouage de la Commission européenne dans le monde du travail. Bon, on pourra ajouter la démocratie délibérative, la démocratie liquide, la démocratie fédérale, la démocratie illibérale, j'en passe, et des meilleurs. On pourra éventuellement y revenir ultérieurement. Dans la démocratie, quelle qu'elle soit, il existe cependant des critères invariants, en quelque sorte. Voyons, à partir des critères invariants des différents systèmes démocratiques, d'une part, comment on peut les définir, et d'autre part, où on en est. Premier critère invariant de ce que l'on nomme la démocratie, et ces critères invariants, ce sont ceux dont toute démocratie doit se réclamer qu'elle les respecte ou pas. C'est intrinsèque à ce que l'on nomme démocratie. Premier critère invariant, c'est la souveraineté du peuple. C'est-à-dire l'exercice du pouvoir, soit directement, soit par l'intermédiaire des élus. Élection où chaque voix compte de la même façon, ou référendum, ou consultation populaire. Bon, le problème, c'est qu'il ne suffit pas de s'en réclamer. En France, par exemple, l'article 3 de la Constitution de 1958 stipule, je cite, « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Bon, pourtant, prenons des exemples pas très anciens. Référendum sur la Constitution européenne, 2005. Eh bien, le peuple a voté. 3 ans après, les élus ont décidé en congrès à Versailles de faire passer le traité de Lisbonne, qui était très exactement le copier-coller de ce que le peuple avait refusé 3 ans avant. C'était un coup d'État antidémocratique, donc qui, malgré l'existence du référendum et de la souveraineté populaire dans la Constitution de 1958, a été largement bafoué pour les besoins de la cause. Ou encore le débat absurde sur la souveraineté européenne de Macron. Absurde parce que on ne peut parler de souveraineté européenne, de souveraineté populaire que s'il y a un peuple. Or, souveraineté européenne, ça ne veut rien dire parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il y a des peuples en Europe qui ont leur histoire, qui sont rattachés à leur nation, et en conséquence, parler d'une souveraineté européenne n'a strictement aucun sens. Ça ne peut pas avoir le sens de la souveraineté nationale, bien évidemment. Deuxième invariant des démocraties, c'est la séparation des pouvoirs. Le législatif, qui fait les lois, le judiciaire, dont l'autorité est exercée par les juges et les magistrats, qui fait respecter les lois, et puis, bien sûr, l'exécutif, qui met en œuvre la politique et organise l'administration en fonction de ces lois. Bien, la séparation des pouvoirs, simple proclamation ou réalité? Pour ceux qui ont participé à la dernière conférence qui a été faite sur la justice et sa mise en pratique, ceux qui n'y ont pas participé, tant pis pour eux, mais ceux qui y ont participé auront retenu qu'il y a un degré d'autocensure et d'autodiscipline des magistrats qui fait que souvent ils sont soumis
aux décisions de l'exécutif et que la séparation des pouvoirs est largement bafouée. Prenons la question des Gilets jaunes, par exemple, où les magistrats ont accepté de violer la loi largement en mettant en prévention, en détention, de façon préventive, avant même que la moindre faute ait été commise, des citoyens aptes à manifester, ou encore qui ont assaisonné très sérieusement dans les tribunaux des Gilets jaunes qui avaient été arrêtés de façon disproportionnée avec ce qui leur était reproché. Alors, évidemment, on peut dire en passant que le principal mode de fonctionnement qui interdit la séparation des pouvoirs, eh bien, ce sont les régimes dictatoriaux ou les régimes théocratiques, dont le droit est réduit à la loi divine, donc ils sont totalement opposés à la séparation des pouvoirs, je passe. Troisième invariant, c'est le respect des droits et les libertés fondamentales. La liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion et le droit de vote font partie du respect des droits et des libertés fondamentales. Alors pour la liberté de la presse, le système capitaliste et la concentration des médias montrent à quel point il y a eu régression depuis notamment la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec le Conseil national de la résistance, qui voulait imposer le fait que la presse, comme expression de la démocratie, ne puisse être contrôlée par des médias regroupés, par des puissances financières regroupées par une oligarchie mise en place. Bien, regardez aujourd'hui où on en est, c'est une véritable catastrophe, puisque les médias sont dans les mains de quelques milliardaires qui concentrent globalement tous les moyens d'expression. Plus de 90% des exemplaires des quotidiens nationaux vendus chaque jour dans leur version papier appartiennent directement donc ou partiellement à une poignée d'ultra-riches. Alors, qui on va nommer? Allons-y, alors, rapidement. Vous connaissez les noms, je vais vite. Bernard Arnault, Les Échos, Le Parisien, aujourd'hui en France, Paris Match, la famille Dassault, avec Le Figaro et ses différents dérivés, la famille Amaury, avec, dans le domaine du sport, L'Équipe, Patrick Drahi, avec le groupe Télécom Altis SFR, qui a mis la main sur Libération, ou encore Xavier Niel, qui, lui, s'occupe du journal Le Monde et en a pris la possession. Bref, le fondateur de Free, donc vous voyez, journal officiel du matin, Libé, journal officiel du soir, Le Monde, sont en de bonnes mains. On pourra dire d'ailleurs que dans le domaine radio-télévisé, Bolloré, lui, se distingue avec un nombre important de médias, C8, Canal+, CNews, le groupe Canal+, avec ses dérivés, BFM TV, avec Altis Media, M6, avec RTL Group, TF1, LCI, TMC, pour le groupe TF1, et les chaînes de service public, France 2, France 3 et France 5, France Info et RT, avec l'emprise du pouvoir politique. On voit donc que, entre tous ces groupes financiers, et le rapport du public au politique, on voit bien que la liberté d'expression et le contrôle des médias laissent sérieusement à désirer. Quatrième invariant, la primauté du droit et l'égalité devant la loi. Alors, est-ce bien vrai dans un système basé sur la discrimination économique? Par exemple, vous savez, on dit souvent que la justice, plus on en est loin, mieux on se porte. C'est pas faux, parce que dans le cadre de la discrimination économique qui existe aujourd'hui, qui connaît exactement le fonctionnement de la justice? Qui a les moyens de financer un avocat comme il le faut pour ne pas avoir un avocat commis d'office? Je n'en jette pas la pierre, mais c'est pas les mêmes. Entre le choix d'un avocat spécialisé dans un domaine et un avocat commis d'office, la défense a risque de ne pas être exactement la même. On voit donc là que la primauté du droit et l'égalité devant la loi sont plus une proclamation de foi qu'une réalité. Enfin, le pluralisme politique. Alors, le pluralisme politique, on dira, il y a plusieurs organisations, plusieurs partis, le pluralisme est assuré. Pas vraiment. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un leurre? Parce qu'à partir du moment où il n'existe que ces alternatives politiques au programme et au système mis en place, et pas d'alternance, le pluralisme est une illusion qui repose sur des sigles et sur des noms différents, et pas une réalité qui, évidemment, reposerait sur des politiques et sur un changement possible et abordable. Alors, le contenu de la démocratie, comme de la République, varie en fonction des systèmes politiques et des formes de pouvoir qui s'en réclament. Avec les 5 critères que je viens d'énumérer, on peut parler
des principes de la démocratie. Alors la démocratie a des principes. Allons-y. Et au regard de ces principes, nous allons voir où nous en sommes globalement aujourd'hui. Le respect des résultats électoraux, c'est le premier des principes. Eh bien, regardez ce qui s'est passé en Roumanie. En Roumanie, un homme est élu président de la République en 2024. Bon, je dois dire, moi, je ne me fais pas partisan de cet homme. Quand on regarde ce qu'il raconte et ce qu'il dit, il ressemble plus à un illuminé venu d'ailleurs qu'à un homme politique sérieux et tout. Mais peu importe. Le peuple roumain, pour des raisons qui le regardent, a décidé d'élire cet homme. Eh bien, la Commission européenne a décidé que ce vote était incorrect, que ce vote ne correspondait pas aux intérêts de l'Europe, comme ils disent, en réalité de l'Union européenne, et donc ils ont décidé de casser les élections et de faire revoter les Romains. Donc, le respect des résultats électoraux, dernièrement, vous voyez, s'inscrit d'ailleurs dans la lignée du respect des résultats électoraux du référendum de 2005 dont je vous parlais tout à l'heure, où le peuple français avait dit non à une constitution européenne, où 3 ans après, malgré ce vote majoritaire des Français, je le répète, le Congrès à Versailles, réunissant les principaux partis, à l'exception du Parti communiste, à l'exception d'une petite frange de Parti socialiste et d'une petite frange des gaullistes, tout le monde a décidé de s'engager dans un déni total de démocratie en faisant passer le texte que les Français avaient refusé. Deuxième principe de la démocratie, le principe de responsabilité. Dirigeants et institutions doivent rendre des comptes aux citoyens, notamment sur ce qu'ils font une fois qu'ils ont les rênes du pouvoir dans les mains, une fois que l'échéance électorale est passée. Eh bien, entre nous, l'histoire du respect du mandat et du compte-rendu, c'est quand même assez limité. Bon, personne. Oui, on vous parle du mandat qui a été effectué 5, 6, 7 ans après, lorsqu'il y a de nouvelles élections, et qu'il se représente au même poste. Alors là, ils vous disent, oui, j'avais dit que, et j'ai fait, mais ce que j'ai pas fait, c'est parce que, etc., etc. Bref, mais en attendant, sur le moment, il n'y a strictement aucun contrôle et aucun respect du mandat. Ça, c'est contraire au principe de responsabilité qui, normalement, devrait pouvoir, s'il était appliqué, faire révoquer tout élu qui a été élu sur une base, sur un point A, et qui en réalité applique une politique qui correspond à un point B. Bon, je veux dire qu'ici à Breil, on a quand même un exemple de début d'application du principe des responsabilités, avec le maire de Breil qui, lui, décide régulièrement d'aller dans les quartiers et dans les villages de Breil pour rendre compte des points sur lesquels il a été élu et des avancées et de ce qui a été accompli. Bon. Il n'y a pas de sanction immédiate dans le principe de responsabilité, pas plus à Breil qu'ailleurs, mais il y a au moins cette volonté d'affronter la réalité en disant ce qui a été fait. Troisième principe, la protection des droits de l'homme, c'est-à-dire la liberté d'expression de conscience, le droit à un procès équitable qui doivent être garantis. Bon, on a vu dans l'histoire, avec les exemples que j'ai donnés sur les gilets jaunes, avec la situation de la presse, que, la protection des droits de l'homme, c'est plus un vœu qu'une réalité clairement assumée. Cela étant, avec les lois sécuritaires, les lois exceptionnelles devenues permanentes, votées au lendemain des attentats, sur proposition hier de Hollande, ensuite renforcées par Macron, on constatera que la protection des droits de l'homme et donc cette liberté d'expression de conscience, de droit à un procès équitable, sont quand même largement entravées. La prochaine loi d'ailleurs qui est en discussion et qui devrait être votée, la loi Yadan si je ne m'abuse, est une nouvelle entrave, n'est-ce pas, à cette protection des droits de l'homme et du droit d'expression. Parce que il s'agirait de condamner toute expression contre le sionisme, contre l'État d'Israël, pour la politique qu'il mène, en l'assimilant à l'antisémitisme. Et que je sache, le racisme est déjà condamné, l'antisémitisme est déjà fort justement condamné. En réalité, c'est la volonté de museler sur un terrain précis la politique israélienne que cette loi va venir s'appliquer. C'est donc à nouveau une grande entrave au droit d'expression. Quatrième, ou je ne sais plus, principe suivant, le principe de transparence. C'est l'accès à l'information publique et à la clarté des processus de décision. Alors là, par contre, il y a une espèce d'empilage de millefeuilles qui fait que les choses deviennent très compliquées parce que entre les communes, les communautés d'agglos, les départements, les communautés de communes, les régions, etc., à la fin, plus personne ne sait vraiment. Ce qui dépend de quoi?
Et donc, comment les problèmes se posent? Et alors, vous avez par exemple des questions très importantes dans certaines communes. Les ordures, le ramassage, les écoles, les bâtiments publics, les routes, etc. Tout ça, ça dépend de cadres différents. Et vous avez parfois d'ailleurs des gens qui ont été élus par personne qui sont chargés de gérer ces questions fondamentales, fort importantes. Et donc ça veut dire concrètement que là, d'un point de vue démocratique, il y a un dessaisissement des décisions du citoyen dans l'élection qui a eu lieu avec les personnes mises en place pour mettre en pratique tout cela. Il y a, principe suivant, la participation citoyenne. Alors c'est une bonne illustration qui s'est passée à nouveau au lendemain des Gilets jaunes. Je vous rappelle quelques faits précis. En janvier 2019, le 15, Macron inaugure le grand débat national devant un parterre d'élus locaux. Jusqu'en avril 2019, ce débat. Plus d'1 million de Français vont se rendre dans les mairies et participer à des centaines de réunions qui vont donner lieu au fameux cahier de doléances sur 4 thèmes: fiscalité, dépenses publiques, organisation de l'État et services publics, et transition écologique, démocratie et citoyenneté. Bon, dans le même temps, donc, les maires sont invités à ouvrir dans leur mairie des cahiers de doléances et les citoyens vont y aller. Ils vont jouer le jeu, ils vont remplir les cahiers de doléances. Et puis, plus rien. Plus rien. On peut constater qu'en réalité, cet appel à la participation citoyenne n'a été qu'un espèce de cadre mis en place, de poudre aux yeux, permettant de vouloir calmer les citoyens qui avaient des choses à dire, des choses à revendiquer, qui l'avaient fait massivement, le plus massivement possible, avec les Gilets jaunes, bien qu'ils aient été très durement et très scandaleusement réprimés. Eh bien, on se rend compte qu'une fois que la consultation a lieu, elle ne donne lieu à aucune décision, à aucun débat, à plus rien, ce qui veut donc dire que cette consultation citoyenne est conçue uniquement pour duper le peuple un peu plus. Bon, on peut également évoquer comme principe l'indépendance des médias, j'en ai parlé, la justice sociale, taux de pauvreté croissant, on voit à peu près ce qu'il en est, la culture démocratique, l'accessibilité, l'accession de la culture à tous, bon, pour tous, on voit à peu près ce qu'il en est également. Donc les critères et les principes de ce que l'on nomme la démocratie, la conception qu'on a de la liberté, sont-ils neutres ou bien dans les faits, au contraire, adaptables en fonction du système, du régime, des intentions politiques, économiques et sociales qui dominent la société. À ce stade, je voudrais dire un mot de Marx sur le sujet. Marx a été assimilé très longtemps à une vision autoritaire de l'État, quasiment antidémocratique, de la politique, notamment à partir de l'évolution russe, du léninisme et plus précisément du stalinisme. D'ailleurs, là, tel que vous le voyez, Marx est en compagnie douteuse parce que entre Mao et Staline, assimiler Marx, ça veut dire qu'on ne lui donne pas vraiment l'image de ce qu'il y a de plus démocrate dans le monde politique. Bon, en fait, il faut revenir aux réalités, non pas à l'instrumentalisation, à l'utilisation de Marx, mais à ce qui a constitué une des préoccupations importantes du marxisme, de Marx lui-même. Ce qui intéresse Marx, c'est l'inégalité ou le bien-être matériel. Mais il ne peut être réduit lui-même à cette préoccupation. Ce qu'il importe vraiment à ses yeux, eh bien, c'est la liberté, ce qu'il estime que le capitalisme refuse aux travailleurs le plus visiblement. Il pensait que le pouvoir discrétionnaire qu'un capitaliste exerce sur ses travailleurs dans l'usine est comparable à celui d'un monarque ou d'un maître d'esclaves. Dans une conception républicaine de la liberté, cette exposition au pouvoir arbitraire est ce qui ôte la liberté à tout individu. Peu importe d'ailleurs que le capitaliste qui domine sur un certain nombre de travailleurs, d'ouvriers, soit sympathique, paternaliste, ne harcèle pas ses troupes, ne les maltraite pas, soit correct avec ses ouvriers. C'est pas ça qui compte. Tant mieux si c'est le cas, mais l'essentiel n'est pas là. Le simple fait qu'il ait le pouvoir qui est le sien, qu'il l'exerce ou non, est une atteinte à la liberté. Marx montre que le lien qui existe entre le combat contre l'inégalité et pour le bien-être matériel et le combat pour la liberté est un lien qui est indélébile. La démocratie est pour lui un moyen indispensable pour avancer vers l'égalité.
pour avancer vers la liberté. Et donc, sur le plan politique, l'attachement à la démocratie s'exprime par son engagement en faveur de la République démocratique, c'est-à-dire d'abord du suffrage universel comme acquis, dont il faut se saisir pour renforcer la classe ouvrière. Cet engagement en faveur de la démocratie, qui repose sur une idée de liberté comme non-domination, s'étend donc à la sphère sociale. On pourrait être tenté de présenter les choses en disant que Marx ajoute l'aspect social aux discussions républicaines qui ont eu lieu de façon antérieure, les républicains s'attachant à établir la liberté dans la sphère politique. Marx a cette phrase célèbre qui dit, dans ses premiers écrits, « Il ne suffit pas que l'État soit un État libre pour que les gens soient libres ». La démocratie pour Marx est d'autant plus importante qu'il s'agit de parvenir au socialisme et qu'elle en constitue un moyen. Alors, abordons maintenant le combat pour la démocratie. Avec tous ces éléments qui relèvent de l'histoire, qui relèvent des exemples, qui relèvent des différents cadres institutionnels qui existent, qui relèvent de la pensée de Marx, du lien entre le combat contre l'inégalité et le combat pour la liberté et pour la démocratie, abordons aujourd'hui les termes dans lesquels se pose ce combat. La démocratie est donc liée au mode de gouvernement, à l'État, au mode de fonctionnement, aux institutions. Parlons de la France. Certains proposent un processus constituant pour abolir la Ve République et aller vers une Sixième République. Mais personne ne sait concrètement comment ce processus peut s'enclencher, peut être mis en place. Alors, qui peut le plus, peut le moins, on peut au nom de la démocratie envisager, par exemple, la suppression du président de la République et du Sénat, ou qui est une assemblée de notables élus par des notables eux-mêmes. Mais comme qui peut le plus, peut le moins, comme je le disais, l'abrogation de quelques articles de la Constitution de 1958, elle-même, serait un bon début pour avancer vers plus de démocratie. Ce qui est constitutionnel n'est en effet pas nécessairement démocratique. Donc, nettoyer la Constitution d'un certain nombre d'articles pourrait être bienvenu. Allons-y, par exemple. L'article 16 de la Constitution, qui donne les pleins pouvoirs en situation de crise au président de la République. Le président prend toutes les mesures exigées par les circonstances, le cas échéant, au mépris des principes de séparation des pouvoirs. Bon, imaginons par exemple qu'une grève générale explose, eh bien, il peut décréter l'état d'urgence, ou que les gilets jaunes réapparaissent, et il peut à nouveau décréter qu'il possède les pleins pouvoirs et décide de réagir au mépris de toute séparation des pouvoirs. L'armée, la police, la justice, tout cela dans ses mains. On voit à peu près ce que cela donnerait. Je rappelle d'ailleurs qu'il a été au seuil de cette décision pendant les gilets jaunes, puisque Macron est quand même celui qui aura ordonné à la police française de tirer sur des citoyens français, en éborgnant un certain nombre et en blessant de façon dramatique un certain nombre d'autres. L'article 13 de la Constitution, qui donne le pouvoir au président de la République de nommer aux emplois civils et militaires de l'État. Alors vous voyez, c'est souvent ce à quoi on assiste lors d'une alternance. Très très vite, avant de dégager, eh bien, celui qui a été élu nomme les copains et les coquins au poste auquel ils resteront pour continuer à avoir une paye agréable, et puis d'ailleurs pour continuer à jouer dans le cadre idéologique et politique qui est le leur. L'article 49.3 de la Constitution, qui permet de faire passer un texte sans qu'il ne soit débattu par les élus. Je passe, ça a été la Sécu, c'est l'Assemblée nationale, c'est le cirque auquel on a assisté, je ne développe pas. L'article 40 de la Constitution. Alors ça, c'est intéressant aussi, cet article, parce qu'il interdit de voter de nouvelles dépenses ou de supprimer des recettes si elles n'ont pas été compensées. Alors, en d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est que le pouvoir décide le montant de la ponction budgétaire, et l'Assemblée des élus doivent dire à quel endroit les coupes doivent être opérées. C'est-à-dire que le pouvoir décide où on taille, décide plus exactement le montant de la taille, et les élus doivent décider l'endroit où la taille aura lieu. L'article 47.1 de la Constitution également. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans un délai de 20 jours, après le dépôt d'un projet, on arrête tout débat, le gouvernement va vers le Sénat, et le Sénat a 15 jours pour décider à la place de l'Assemblée. Donc on remet tout dans les mains des notables du Sénat, et l'affaire est jouée. Alors, ça, c'est sur la Constitution. Je pense que le deuxième aspect qu'il faudrait aborder sur la démocratie aujourd'hui, c'est comment le mandat impératif
pourrait être mis en œuvre dans les conditions de la politique moderne. Un mandat impératif, c'est que il y a un mandat, il doit être respecté, s'il l'est fort bien, s'il ne l'est pas, compte rendu doit être fait aux citoyens qui ont voté, et l'élu doit, s'il le faut, être révoqué pour ne pas avoir respecté le mandat qui était le sien. Eh bien, un mandat impératif, c'est en fait plus démocratique que le reste, à mon avis. L'idée des jurys d'électeurs, notamment composés donc de personnes tirées au sort dans chaque circonscription, pourrait être mise en place pour surveiller leurs représentants respectifs et leur demander des comptes. Il s'agit en gros de s'inspirer du souci de Marx, à mon avis. Atteindre l'objectif général qui consiste à garantir le contrôle public, puis trouver de nouveaux outils pour y parvenir. La manière dont nous élisons et contrôlons aujourd'hui nos représentants de nos jours est une très mauvaise manière, qui va plus vers le renforcement de l'oligarchie que vers le contrôle de délégués élus et révocables. Avec Marx, on pourrait préconiser le mandat impératif, le contrôle permanent donc avec des jurys d'électeurs, la révocation si nécessaire, des élections fréquentes. La démocratie, ce n'est pas on vote tous les 5-7 ans et entre-temps chacun fait ce qu'il veut, notamment les élus. Non, des élections plus fréquentes, des salaires ouvriers également pour les représentants élus. Ce qui permettrait d'ailleurs d'éviter la chasse aux voitures de fonction et aux salaires prohibitifs pour plus reporter la préoccupation sur l'attachement à la fonction et l'attachement à la défense et à l'application des règles démocratiques. Cela étant passant, il y a une autre règle qui pourrait être mise en place, c'est que pour se présenter au suffrage, il ne faut pas être un politique professionnel, il serait préférable d'avoir d'abord eu un métier, quel qu'il soit d'ailleurs, d'avoir gagné sa vie, et l'ayant gagné, d'avoir un certain nombre de dispositions pour pouvoir exercer au compte de la collectivité un mandat démocratique. On pourrait évidemment rajouter à cela le non-cumul des mandats, et je passais avant, donc dans le cadre institutionnel, une petite suppression du président de la République qui est un pouvoir bonapartiste, qui se rapproche plus de l'autocratie que de la démocratie, serait également bienvenue. Marx disait, de même que la religion ne crée pas l'homme, que l'homme crée la religion, ce n'est pas la Constitution qui crée le peuple, mais le peuple qui crée la Constitution. Donc tous ceux qui nous disent que ça serait impossible, c'est bien l'inverse. C'est au peuple de déterminer le cadre de la Constitution et de la démocratie, et pas l'inverse. Le travail à accomplir par la nécessité d'étendre la liberté et l'indépendance, et l'absence de pouvoir arbitraire et de domination. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement un objectif d'autant plus louable qu'il serait utopique et inatteignable. La démocratie, ça devrait être maintenant et tout de suite pour tous ceux qui y sont attachés. Alors, c'est le dernier point que je voudrais aborder, c'est le cadre des organisations politiques et syndicales, qui, elles, sont censées défendre la démocratie, lui permettre de se développer. Tel devrait être leur objet, et qui fonctionnent généralement en un cadre tout à fait opposé. Dans les partis de gouvernement, à gauche comme à droite, une démocratie pour les notables, la plèbe n'ayant rien à dire. Voilà ce qui existe. Tout le monde, d'ailleurs, qui a fait un tour, pourra s'en accorder. C'est à la France insoumise, par exemple, au Rassemblement national, où il existe d'ailleurs des similitudes, peut-être parce qu'il s'agit chacun à leur façon de deux mouvements profondément gazeux, donc sans cadre démocratique précis, sans délégués précisément élus, bien, ce sont d'abord des rassemblements autour du chef, qui permet à quelques-uns d'avoir une dose de pouvoir pendant que l'immense majorité à qui on donne l'illusion qu'ils dirigent et qu'ils décident quoi que ce soit est là pour appliquer les décisions prises en haut. Donc ce ne sont pas des cadres démocratiques. La démocratie, c'est la mise au service des ouvriers, des travailleurs, des salariés, des jeunes, de toute organisation qui a prétention à les représenter, à les aider. Et ce n'est pas la mise au service des salariés, des travailleurs, des ouvriers, des jeunes, au service des organisations, non. Ce n'est pas dans ce cadre que ça se pose. Et pourtant, c'est souvent comme cela que les choses sont posées. Les organisations politiques, et pour être élues, demandant l'appui des uns et des autres, plus
que ce qu'ils se mettent au service des uns et des autres dans la vie pratique. Le parti n'a pas à se substituer au prétexte qu'il aurait la connaissance, mais il doit accompagner, donner toujours les rênes à ceux qui sont concernés. Il doit servir les couches et les classes dont il se réclame et qu'il dit vouloir défendre. Le parti d'avant-garde, un parti de sachants, ça n'a en réalité jamais existé pour se substituer aux masses elles-mêmes. Il peut apporter la connaissance, il peut apporter l'expérience, il peut aider, mais il ne le peut pas faire à la place. Il doit convaincre. Dans le mouvement social, c'est à peu près le même problème, la même façon dont on se pose la question. La démocratie, c'est l'élément clé qui permet la mobilisation, la prise en charge, l'auto-organisation, le décuplement des forces, la progression de la pensée, 10 fois plus vite d'ailleurs et 10 fois plus efficace que ce que peut le permettre la lecture de 10 programmes. C'est d'abord l'indépendance des organisations syndicales vis-à-vis de tout parti, de tout État, de toute structure. C'est par exemple l'indépendance vis-à-vis de la Confédération européenne des syndicats, dont j'expliquais précédemment qu'il ne s'agit que d'un rouage dans le monde ouvrier de la Commission européenne qui est au service du pouvoir financier et des grandes oligarchies financières. La démocratie dans le monde du travail, dans le monde social, c'est en période de conflit le comité de grève, de délégués élus et révocables. Le comité de grève, c'est le comité qui va diriger au nom des grévistes la grève elle-même en rendant compte en permanence des décisions qui sont prises et en respectant en permanence les décisions prises en assemblée générale par le vote public, le vote à main levée de tous les participants. C'est le comité d'action qui est dirigé par ses membres qui débattent, qui décident et qui agissent. Ce sont les collectifs, les assemblées générales à nouveau, où l'échange est respecté, où la contradiction est demandée. La démocratie, c'est le combat pour la liberté donc, et le combat pour la liberté, ce n'est pas ailleurs et pour les autres. En réalité, la liberté est sans doute ce que nous avons de plus cher, la démocratie devrait donc être, sans aucun doute, un point de repère commun et collectif, incontournable, qui devrait être celui de tous ceux qui sont attachés à la vie tout simplement.